Bonjour à tous et bienvenue donc sur O2Zone TV donc pour cette émission qui se déroulera en tout cas donc dans les locaux du CART, qui est un lieu d'hébergement qui se trouve donc sur Sommières dans le Gard, Languedoc-Roussillon. Avec moi donc trois invités qui vont venir en tout cas animer aussi ce plateau. Sur ma gauche Jean-Marie Carlier donc qui est le président de O2Zone TV. Tout au bout à droite, Christian Salk, directeur du CPCV Méditerranée, et tout de suite sur ma droite, donc Antoine Dufour, donc qui est fondateur de la télé O2Zone, télé associative. Pour commencer, on va vous présenter un petit reportage, voilà, qui va vous illustrer en tout cas comment a émergé cette télé O2Zone, en tout cas qui a émergé dans une cité, dans un quartier qui se trouve à Marseille, la cité d'Herbel. Et vous allez avoir voilà, quelques petites images qui vont montrer qu'est-ce que c'est en tout cas cette télé participative. Marseille, automne 2002. Une télévision d'un genre nouveau est en train de naître au cœur de la cité Herbel. Il s'agit d'un quartier populaire qui compte plus de 30 ethnies différentes. En plus d'expliquer le projet, ce film veut montrer en quoi il est porteur d'espoir. Voilà, c'est quelques images donc qui ont été effectuées. Donc là, je vais m'adresser tout de suite. Je demandais à Antoine. Antoine, donc je disais fondateur de cette télé participative O2Zone. En quelques mots, d'où ça vient, comment ça s'est émergé cette télé? L'idée de base, elle part que la télévision, elle peut servir à autre chose que diffuser uniquement de l'information. Que la télévision, ça peut être un réel moyen, un réel outil pour favoriser l'expression des gens, la démocratie locale, et entre autres dans le quartier d'Herbel, qui est un quartier très très pauvre. Il faut savoir que c'est le quartier le plus déclassé de France en termes de vie, de pauvreté, et que c'était une manière de faire exister justement ces gens, non pas au travers de leur pauvreté, non pas au travers de leur déclassement, mais au travers de leur richesse, et que aujourd'hui seule la télé permettait de faire ce travail et de le rendre visible à tous. Jean-Marie, par rapport en tant que président d'O2Zone, cette notion de télévision participative, comment elle se véhicule, comment on la fait vivre dans le cadre d'une association? Alors je souhaiterais d'abord surtout pas y être en tant que président, mais en tant que militant d'O2Zone, ça sera plus facile à faire vivre. J'entendais, puis je voyais tout à l'heure que les CPCV sont des utopistes. J'ai bien l'impression qu'on devrait se retrouver. Je pense que l'éducation, pour vous, elle ne doit pas être confisquée par quelques-uns, elle doit être au service de tous et de qualité. J'allais dire, nous, la télévision, on pense aujourd'hui qu'elle est confisquée pour quelques-uns et qu'il y a des moyens concrets dans la réalité de nos territoires, des quartiers, des villages, de la remettre au service de tous. Nous aussi, on pense, nous aussi, on crée, nous aussi, on peut parler. Et en fait, dans le concret, finalement, de l'ensemble de nos territoires, alors c'est sur les Bouches-du-Rhône et plus généralement sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, nous avons ainsi des plateformes qui, en relation avec les associations, avec les collectivités, avec les personnes simplement, avons souci de leur donner la possibilité de s'exprimer. Et
j'allais presque dire, de s'associer réellement. Et en fait, vous le verrez peut-être, j'espère presque quand nous aurons fini cette émission, on pourra continuer à tourner et voir le visage de ceux qui ont filmé, de ceux qui ont participé, de ceux qui étaient des ressources, et la façon dont ils ont l'impression d'avoir réellement fait quelque chose ensemble. Moi, je trouve que c'est un peu des travaux pratiques de l'association. Alors, je vais rebondir. Alors, l'association, on s'est associé, donc l'organisme de formation, les CPCV, en tout cas CPCV Méditerranée, s'est associé aux 2 zones. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Christian ? C'est un partenariat donc, qui est né il y a quelques années autour de ce projet de formation professionnelle d'animateurs à l'audiovisuel participatif. Je crois que le partenariat, il est né très naturellement parce qu'on était en relation et à discuter de l'intérêt de développer ce projet de façon plus importante dans les réseaux, notamment des centres sociaux marseillais, à travers la formation des animateurs permanents, pour donner une impulsion en fait à ce projet qui était encore naissant il y a quelques années sur Marseille et qui aujourd'hui se développe dans de plus en plus de structures. Moi, ce que j'ai envie de dire sur le projet, je crois qu'effectivement la télé, on est tous concernés, les écrans, on est tous concernés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écrans, et la télé prend des formes de plus en plus diverses, avec Internet, avec les téléphones mobiles, avec des tas de choses. Et je crois que l'éducation à l'image, c'est quelque chose qui interpelle les associations d'éducation populaire depuis longtemps. Et j'ai le sentiment qu'à travers le projet d'O2Zone, on passe à une nouvelle étape dans la formation à l'éducation et dans l'éducation à l'image. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'éduquer à recevoir des images, mais on est à éduquer à construire des images et construire des contenus. Et donc on est vraiment dans l'intérieur du processus à tous les niveaux, et plus juste comme apprendre à les recevoir. Et ça, c'est, à mon avis, un pas vraiment important dans cette démarche pour aller plus loin dans l'éducation à l'image. Très bien. Voilà déjà une première présentation. Je voudrais solliciter un peu le public. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette notion de télé participative qui vous vient là un petit peu à l'esprit au regard en tout cas du petit documentaire ou en tout cas de ce qui a été dit déjà en début d'émission? Non, pas de questions. Oui, si. Alors, on va vous faire passer le micro. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Pourquoi le choix de ce nom O2 ? Parce que choisir un nom pour un concept tout à fait nouveau, c'est pas anodin. Donc moi, c'était la question que j'avais à poser. Alors oui, en effet, ça a été la suite d'un brainstorming qui a été fait à Herbel. Et O2Zone, ça ne porte pas le nom de Télé Herbel déjà. C'est né sur un concept. Alors, on lit bien qu'il y a O2, la notion de l'air, de l'oxygène. O2 zones, oxygène 2 zones, donc apporter de l'air et de la pétillance dans les territoires. Il y a aussi, on peut le lire si on lit bien, O2 zones, c'est aussi ozone. Il y a aussi zone. Il y a ozone, à la fois la couche protectrice quand c'est très haut, puis à la fois la pollution quand c'est très bas. Donc il y a tous ces mots dedans, et puis je crois que c'était surtout de dire que la télévision participative, c'était d'abord un concept dont on était tous dépositaires. Donc c'est vraiment conçu pour pas appartenir simplement à un territoire, et surtout s'inscrire dans quelque chose de très universel quelque part, de dire la télévision, c'est l'affaire de tous, c'est pas que l'affaire de quelques spécialistes. Merci. Une autre question, peut-être? Non? Oui, pardon. Merci. Ce terme de zone, je crois qu'aussi, ce qui a beaucoup plu, c'est qu'au-2 zones, c'était pas simplement un titre, c'était aussi 3 couleurs. Vous avez vu dans le générique, c'était le bleu de la mer Méditerranée, c'était le vert des sources d'Herbel, parce qu'il faut savoir qu'Herbel, c'est un lieu où il y a des sources, c'est une vieille campagne de Marseille, et le rouge, la petite pomme, c'est parce que c'est dans le quartier de la Pomme à Marseille. Merci pour cette petite précision, Antoine. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Merci. Une petite question au fondateur et au président. Vous êtes issus de ces quartiers, première question, et quel est votre parcours? Êtes-vous homme de médias? Est-ce que vous connaissez les rouages, justement, de
Donc je pense que vous connaissez les rouages justement des médias. Donc c'est parce que vous avez un regard critique que vous avez justement mis en valeur tout ce qui pouvait être discriminant dans ces quartiers, que finalement vous avez peut-être voulu utiliser vos réseaux et utiliser les quartiers, les associations pour mettre en valeur ce qui pouvait se passer à l'intérieur de ces quartiers. Alors, longue question. Hein. Oui. En ce qui me concerne, je suis d'un quartier, d'un village. Alors c'est vrai que c'est pas a priori parce que j'ai vécu à Herbel que je suis tombé dedans et que j'ai continué, mais c'est, moi j'ai été pris comme aujourd'hui par un plateau et happé par la participation que j'y ai vécue en fait. Hein. Et c'est vrai qu'après, bon, je suis un peu faible, alors je suis devenu président, mais c'est pas très, en soi, c'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer ensemble. Et puis, vous savez, on a le fondateur qui est là, et donc ensemble, on essaye de faire en sorte que ça se continue, qu'il n'y ait pas seulement le fondateur, qu'on pérennise. Et au service autant d'un petit village à côté de Salon de Provence que du quartier d'Herbel, de différents quartiers d'Aix, d'autres de Marseille, mais que, moi j'allais dire, tout le monde puisse accéder à la parole, à montrer qu'on n'est pas que ce qu'on dit de nous, quoi, hein, et qu'on est capable de... Alors, il y a peut-être deux aspects. On est capable et on le montre, bon, de faire des choses, je disais tout à l'heure, de créer, de dire, etc. Et puis, beaucoup aussi, on se le montre entre nous. Et moi, je trouve, je vous regarderai tout à l'heure, moi, quand on va s'arrêter au clap de fin, et j'ai l'impression que vous serez heureux parce que vous aurez l'impression on aura l'impression d'avoir fait quelque chose ensemble. Et puis, je pense que cette reconnaissance-là, que ce soit dans les quartiers, dans les villages, un peu partout, les jeunes en manquent plus que tout, et puis peut-être nous aussi, quoi. Voilà mon arrivée dans O2Zone, si vous voulez. Mais Antoine, c'est différent peut-être, je ne sais pas. Oui, c'était à des périodes où il y avait beaucoup de volonté. Alors, c'est issu d'un centre social, c'est pas par hasard. C'est issu de l'éducation populaire, c'est pas par hasard non plus. Et c'est issu à Marseille à la période où il y avait la montée de tous ces clubs Internet, où il fallait absolument faire de l'activité avec Internet. Et dans cette cité, Herbel, il s'est passé qu'au moment où c'est arrivé, c'était suite à l'élection présidentielle de Chirac, et que les campagnes de presse sur les quartiers avaient été absolument destructrices. On les stigmatisait comme étant la source de tous les problèmes de la société française. Et dans ces quartiers, ils criaient en disant c'est pas juste. Et donc la réflexion, ça a été de dire plutôt que de faire une salle Internet de plus à Marseille, on allait profiter des dispositifs de la région pour dire on va pas le faire sous forme de salle Internet, on va le faire sous forme de télé participative. Et donc on a mêlé deux techniques, deux approches, l'approche de l'éducation populaire dans le cadre d'un centre social et l'approche qui a été fournie dans le cadre des ERIC de Marseille pour faire la première télévision participative. Plutôt que de travailler sur la technique, on a travaillé sur le contenu. Exprimez-vous et passez ce que vous avez à dire. Et surtout, c'était l'idée, on n'a pas envie d'être déclassé, on a envie de dire ce qui est. Donc c'était le moyen pour eux, par la télévision, de dire ce qui était. Et c'est comme ça que c'est né, tout simplement. Et c'est pas par hasard que c'est né dans un quartier très déclassé. C'est-à-dire que c'est aussi de montrer que même avec des habitants qu'on passe leur temps à dire mais ils sont bons à rien, ils font rien, ils sont au chômage, ils sont au RMI, mais non, ces habitants, ils avaient la volonté, en 3 mois, ils ont sorti 15 jours d'émissions qui ont été agréées par le CSA et qui sont passés sur un flux de diffusion hertzienne. Donc c'était pas un problème de compétence des habitants, c'était un problème du contexte dans lequel ils étaient. Et ça, c'est important à penser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Si ensemble, tout le monde s'y met et qu'on utilise les bons outils, on peut sortir des choses, de l'anonymat, de tout ce qui fait que c'est pas visible. Une autre question dans le public ? Par rapport à ce que tu disais, Antoine, et puis à ce moment-là, ça serait peut-être intéressant. On a les formations BPGEPS, notamment parce qu'il y a 2 semaines ou la semaine dernière, il y a eu un plateau télé sur un autre quartier, en tout cas à Frévalon, sur Marseille. Alors, tout à l'heure, Antoine disait que donc le projet avait émergé du centre social Herbel, mais il s'est créé un réseau aussi associatif, puisque d'autres centres sociaux se sont raccrochés, en tout cas, au projet, notamment les bénévoles qui sont aujourd'hui présents parmi nous du centre social de la Garde, hein, parce qu'après,
eux-mêmes ont créé leur plateforme. Comment aujourd'hui, moi j'ai une question, c'est comment ça se... Parce que là c'est vrai que finalement on voit un reportage, on voit un documentaire, il peut y avoir des fictions qui sont faites, mais comment des habitants d'un quartier peuvent s'approprier, parce qu'on sait déjà quand même la problématique de l'éducation à l'image, où les médias aujourd'hui quand ils rentrent dans des quartiers, ils donnent en tout cas une image peut-être fausse ou pas, un cliché, un stéréotype de ce qui se passe dans les quartiers. Et ça c'était notamment je crois la fois dernière sur Frévalon, Christian, sur des reportages, en tout cas le sujet de l'émission qu'ont animé ces jeunes de Frévalon. Oui, effectivement, le groupe en formation qui vient de finir son module de formation là, il y a 15 jours a travaillé sur la mise en place d'un plateau de télévision dans un quartier populaire qui était effectivement regard croisé sur la jeunesse de Frévalon pour mettre en avant les initiatives de la jeunesse du quartier, et notamment c'est un quartier qui est également très populaire, et c'est un quartier qui a une vie associative et une dynamique aussi très importante, mais qui fait par contre régulièrement la une des journaux par ses faits divers. Donc c'était une vraie volonté mais je crois que c'est un petit peu la ligne éditoriale aussi d'O2Zone, de dire reflétons la réalité de la société, quoi, hein, et des questions sociales. Et c'est énormément les initiatives des jeunes et les initiatives des habitants. Et mettons-les en œuvre, valorisons-les, voilà. Donc ce groupe de stagiaires en formation a réussi à monter un plateau, je crois, de très bonne qualité, avec tout un travail tout au long de l'année de reportage, de documentation, d'aller chercher les acteurs et les intervenants. Et en fait, moi, une des choses qui me surprend, c'est en fait la facilité de faire et de créer ça. Parce que c'est un projet qui est motivant, dynamique, et qui n'est pas si compliqué que ça. On se dit, c'est horrible, il y a de la technique, il y a des grosses machines, faut arriver à tenir le micro juste bien comme il faut, c'est très compliqué. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, moi, je suis très surpris par l'accessibilité en fait de cet outil, qui fait peur au début et qui s'apprivoise très très facilement. Notre question, mais qu'est-ce qui... Christian, est-ce qu'on peut faire passer le micro, s'il vous plaît? Merci. Oui, mais justement, pour rebondir un peu ce que Christian disait, là, c'est que, on voit l'outil, il est approprié, on arrive à le transmettre. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, alors du coup, l'étape après, la diffusion. Parce que je comprends bien qu'on peut créer des émissions, créer des reportages, tout ça, mais ce qui blesse dans ce qu'on disait, ce qui a fait l'enracinement d'O2Zone, c'est qu'on montre à voir des choses qui ne sont pas la réalité, forcément. Alors on peut se saisir de cet outil pour montrer la réalité, telle qu'elle est vue, mais après il y a quand même la diffusion. Et comment est-ce que O2Zone est un support? Comment ça se passe après? Voilà. Comment ça se passe après, une fois que les documents sont créés? Est-ce qu'il y a un travail de diffusion? Est-ce que c'est diffusé que sur Internet? Enfin, je sais pas, voilà, d'expliquer un peu ça. Merci. Alors, pour répondre à la question, donc, il faut savoir qu'en France, on est dans un système où la télévision appartient vraiment à un système de régalien de l'État. Contrairement à d'autres pays où la télévision, comme au Québec, a été très vite confiée à des associations locales. En France, c'est l'État, à travers qui possède la télévision, et des sociétés commerciales depuis les années 1984. Et donc, en France, on est dans un schéma où la télévision, Jean-Marie parlait de confiscation de la télévision et des moyens de diffusion, on est dans cet état-là. C'est-à-dire qu'en France, on a confisqué la capacité à des associations, contrairement aux radios, on a mis un fonds de soutien, on a mis une loi, on n'a jamais fait ça pour la télévision. Vous imaginez bien que c'est pas par hasard. Donc aujourd'hui, il y a quand même un risque politique à mettre des gens qui commencent à parler de démocratie, de citoyenneté à l'antenne. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de politiques aujourd'hui qui sont pas chauds de voir des citoyens commencer à dire écoutez, on aimerait bien parler de ça. Alors, somme toute, la chance de la télévision aujourd'hui, elle a deux chances pour la diffusion, c'est que d'une part, il y a multiplication des moyens de diffusion. Avant, on avait une antenne hertzienne qui arrosait toute la région.
Vous avez un émetteur qui doit partir de Montpellier, qui doit arroser tout le secteur. Pour ici, pour Marseille, c'est l'Étoile. Pour Avignon, c'est le Mont Ventoux. Et donc, avec les moyens de diffusion, avec l'Internet, la DSL, avec le satellite, avec le câble, on arrive aujourd'hui à démultiplier le nombre d'antennes que peuvent capter le grand public. C'est ça la chance de la télévision aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était pas diffusable. Aujourd'hui, c'est diffusable. Vous pouvez aller sur une chaîne ADSL aujourd'hui pour 10 000 € par an, ce qui est totalement réduit. Une chaîne TNT, c'est 100 000 € par an. Un émetteur TNT. Donc, vous voyez, c'est des moyens qui n'existaient pas et qui existent. Eh bien, le secteur associatif, à l'origine, ne pouvait pas diffuser. Il pouvait diffuser que dans ses groupes constitués, à travers des vidéoprojecteurs ou des séances de cinéma. Aujourd'hui, il peut diffuser avec les moyens traditionnels, avec le web, la web TV qui se développe beaucoup, mais c'est que 5% des téléspectateurs. La DSL et le câble, c'est 13% des téléspectateurs. Et la TNT, très rares sont les associations parce que l'État a encore une fois mis la barrière très très haute et rend inaccessible encore les moyens de masse. C'est 23% de la diffusion. On espère que les collectivités locales, régions, départements, verront l'opportunité aujourd'hui de soutenir l'émergence d'un tiers secteur audiovisuel qui permettrait vraiment d'avoir un autre regard sur la vie de leur territoire et soutenir la prise en charge des diffusions. La discussion va un peu vite. J'aurais voulu savoir, puisqu'on parlait de formation tout à l'heure, et tu parlais de la vérité. C'est quoi ? Moi, j'ai parlé de la vérité. J'ai pas eu l'impression d'aborder ce... Non, non, je disais... Moi, ce que j'ai dit, c'était... La vérité, c'est quoi? Non, non, moi, ce que j'ai dit, c'est de diffuser un regard positif, en tout cas, et de mise en valeur des initiatives citoyennes, locales, au sein d'un quartier, parce qu'il y a une richesse d'initiatives qu'on ne connaît pas. Il me semble avoir effectivement parlé de ça. Moi, je crois que la vérité, c'est vraiment que la réalité, elle se voit différemment selon le regard qu'on porte sur elle. Et finalement, je trouve la chance qu'on a, c'est de pouvoir de temps en temps décaler notre regard et montrer autre chose. Alors, c'est une des vérités aussi, mais quand on dit un autre monde est possible, moi je crois que l'autre monde, c'est quoi? C'est déjà ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, mais qu'on ne regarde pas d'habitude. Et puis, c'est aussi peut-être de nous mettre avec notre outil le projecteur sur là où il ne va pas d'habitude, hein, sur ceux qui sont déjà en train de, je sais pas, de consommer autrement, d'éduquer autrement, d'imaginer une agriculture autrement. On le voit pas toujours. Alors, notre vérité, ou cette vérité-là, c'est, ben voilà, c'est peut-être simplement, pas une vérité à ce titre-là, mais c'est peut-être essayer de se déplacer pour que ça puisse être la vérité de chacun, quoi. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça. Oui. C'est peut-être pas tout à fait un rapport, mais en entendant ta question, je me remémore la signature du CPCV Île-de-France, qui est, si je ne me trompe, construisons ensemble un autre présent. Et je trouve que c'est une signature qui est aussi très parlante pour le projet d'Eau-de-Zone. Construisons à travers un plateau, dessinons, effectivement, à travers un plateau qui regroupe des jeunes de quartier, des habitants du quartier, des gens, et ben on construit ensemble effectivement autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir dans notre quotidien et notamment dans les médias. Oui, alors ça rejoint un peu ce que dit Christian. On parle de télé participative, mais participative jusqu'à quel point? C'est-à-dire, est-ce que c'est seulement mettre la lumière sur ce qui se passe dans le quartier, ou est-ce que c'est donner la parole aux habitants? Est-ce que c'est construire avec eux les programmes? Est-ce que c'est les former pour la télévision? Et participative aussi dans la réception. On parlait de moyens plus accessibles par Internet, mais tout le monde n'a pas Internet. Donc comment cette télévision peut se retrouver dans les foyers du quartier? Alors, à Eau-de-Zone, on a beaucoup travaillé cet aspect participatif parce que pour nous, la participation ne se limite pas à la présence sur un plateau, elle ne se limite pas à regarder, c'est vraiment un processus presque méthodologique qui consiste d'abord, dans le cadre des plateaux, des reportages, à travailler autour de la table. C'est qu'est-ce qu'on comprend au sujet, quel sujet qui nous réunit aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on comprend, par exemple, je vois dans des cités, c'est souvent les problèmes de logement, de bail, d'environnement. Qu'est-ce qu'on comprend à ce qui se passe et qu'est-ce que nous, en tant que personne, on a envie de changer et quel est le moteur du changement autour de ça? Ça veut dire à un moment, sur un plateau, de quoi allons-nous parler? Quelles sont les personnes qu'on va faire venir sur ce plateau pour les interviewer? Quelles sont les personnes référentes? Et comment ensemble, en le tournant globalement, on va donner aussi quelque chose qui va servir au territoire, qui va servir à notre cause. C'est pas simplement, et le fait de le filmer, ça officialise aussi quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas simplement envolé par le vent de l'histoire, c'est aussi quelque chose qui reste marqué dans la présence et comme un contrat collectif, un nouveau contrat. Et donc le participatif, c'est pas au sens passif, c'est au sens dynamique. C'est-à-dire ensemble, comment on reforge des contrats qui se sont étiolés dans le temps. Et comment ce contrat, il est vivant, il est à chaque fois réaffirmé, à chaque fois reposé. Toujours la phase de préparation, une phase très importante de préparation. La phase de production, c'est que l'aboutissement technique, c'est pas la phase essentielle. C'est la phase avant qui est importante. Et la dernière phase, c'est la phase de diffusion, parce qu'une télévision, c'est pas qu'une société de production, c'est une société qui doit diffuser. Aujourd'hui, nous, on refuse d'être cantonnés sur le net. On trouve que c'est inadmissible parce qu'il y a un peu le réflexe de l'État de dire mais c'est bien les télévisions associatives, le espace c'est le web TV. On pense aujourd'hui qu'il faut appliquer comme aux États-Unis, comme dans les grands pays, le must-carry, c'est être présent sur tous les grands réseaux de diffusion et être présent au titre d'une télévision qui est conçue comme une télévision citoyenne. Mais, donc c'est participer par exemple à la ligne éditoriale. O2Zone n'a pas de ligne éditoriale prédéfinie. Nous avons une charte, nous avons des valeurs, et après, ces lignes éditoriales, elles se créent à l'intérieur de ces valeurs. Mais c'est aussi, alors beaucoup plus concrètement, aussi tenir une caméra, alors que j'en ai jamais tenu, mais que j'ai quelqu'un à côté de moi qui connaît, et puis que moi, la prochaine fois, je connaîtrai un peu plus. Donc, je pourrais avoir à côté de moi quelqu'un qui, à son tour, va apprendre, avec un genre d'accompagnement. Une dame, premier plateau que j'ai fait, qui n'avait jamais, enfin ne connaissait absolument rien, et s'est mise à réaliser, à choisir les images qui allaient passer avec quelqu'un à côté d'elle, et qui a terminé ça en ayant l'impression que finalement elle avait beaucoup plus de valeur qu'elle ne le pensait avant. On a encore une question et on va bientôt finir. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? Oui, bien Merci. sûr. Alors, je comprends bien la démarche du faire ensemble, etc. Ce type d'initiative me fait penser aux radios libres à une certaine époque. On a vu ce que c'est devenu. Il y a eu des destins divers et variés. Donc, je me pense aussi, enfin, je réfléchis à partir de là au niveau des contraintes liées à des contrôles du CSA, par exemple. Comment vous réfléchissez là-dessus? Et ça me guide aussi vers une réflexion de quelles instances sont mises en place pour éviter une forme de récupération, voire d'instrumentalisation à des fins aussi diverses et variées? Alors, le comparatif avec les radios libres, je crois qu'on ne peut pas comparer trop la télévision participative aux radios libres, puisque le système participatif, il a plus été apporté. Il n'était pas présent de la radio libre. C'était pas des radios elles se définissaient pas comme radio participative, mais comme radio citoyenne. C'est pas la même chose. Radio participative, c'est qu'on met dans le sens de la production des émissions, elle est faite selon une méthode, c'est-à-dire concertation, questionnement, production. Donc à chaque fois, on est sur 3 étapes. C'est-à-dire que c'est en son sein, c'est organisé. Les radios libres avaient des gens qui étaient motivés et qui ont fait de la radio. Là, en son sein, O2Zone ne produit jamais d'émissions. O2Zone va s'adresser à des groupes à qui il va accompagner pour faire des émissions. Donc la télévision n'est pas directement impliquée dans la fabrication des émissions. Elle va confier ça à des associations, à des personnes privées, à des personnes physiques, mais elle-même n'a pas un rôle de production proprement dit majeur. La deuxième chose par rapport à votre question, c'est, il y avait le comparatif avec les radios, c'est par rapport au CSA. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que, d'abord, les dérives, donc il y a la loi de 86 qui entoure, qui donne corps à toutes les obligations d'un diffuseur. Je dirais qu'aujourd'hui, on souffre plutôt d'un manque de parole libérée, c'est-à-dire que les gens ont tellement été habitués à subir la parole qu'ils ont plutôt dans le sens de c'est plutôt difficile à leur libérer la parole que de plutôt à dire vous respectez pas la loi. Il faut savoir que la loi, elle est surtout orientée sur la protection des mineurs, elle est surtout orientée sur le fait de ne pas commettre de délit, elle n'est pas du tout orientée sur le fait qu'on va contrôler les gens sur ce qu'ils disent. Le troisième principe fondamental d'O2Zone, c'est que le rédacteur en chef, c'est le groupe qui fabrique l'émission.
C'est pas une personne seule, c'est pas un Offner-Canal où on vient expliquer, c'est qu'on va mettre des personnes de différents niveaux, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des habitants, ça peut être des responsables de collectivités locales qui vont travailler ensemble sur une problématique. Et en fait, le groupe est lui-même maître de ce qu'elles vont dire, de ce qui va être dit. Et en fait, il n'y a pas meilleur régulateur que le fait qu'un groupe soit confié en charge de production. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement, il y a un autocontrôle du groupe. S'il y a des excès, évidemment, aux deux zones, on contrôle, mais s'il n'y a pas d'excès, dans les 99,5% des cas, ça passe tout seul, et c'est ça qui donne le contenu. Donc, pas de censure à la base, un groupe qui est chargé de la partie éditoriale, et aux deux zones qui fournit un cadre éditorial vide pour faire des émissions de rendez-vous, mais ce sont toujours des pages blanches à remplir. Merci Antoine pour cette réponse. Merci en tout cas pour la première partie. Vous allez avoir la possibilité en tout cas de participer encore sur la deuxième partie du plateau. On va donc maintenant, on va illustrer un petit peu plus. C'est-à-dire tout à l'heure il y avait des questions sur voilà cette notion de projet, les habitants, les acteurs, comment on fait cette télé participative. Donc on va en tout cas recevoir notre premier invité. Pour le plateau d'Aix, d'accord, la plateforme d'Aix-en-Provence. Donc, on va vous montrer en tout cas déjà un premier reportage. Centre social culturel Jean-Paul Coste, espace Jeunes d'Émile. C'est parti. Ça va ? Oh, souriez les gars! Vous êtes filmés! Ah, ça va! C'est qu'une vidéo. Oh, il sert à quoi ce wagon? C'est le wagon du souvenir parce qu'il y a eu un camp de déportation au Mille pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas, c'est le bâtiment là-bas rouge. Où ça? Derrière. Là, derrière. La grosse usine. Ça là? Ouais. Et c'est quand qu'on le voit en plus ton film? Je sais pas, quand on rentrera à l'espace. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Ouais, c'est Ouais, mais c'est bon. T'as qu'à demander sérieux. Ouais, arrête. Oh, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Moi, je suis allée à Toulouse. Et toi, Estelle? L'équitation. L'équitation, toujours l'équitation, toi? Ouais. Jules, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je sais pas ce qu'il y a là, il est pas bien. Bon, ben on y va. Hein. Allez, go. Allez. Allez, viens, mon loulou. Jules, tu viens ou quoi? Voilà, c'était donc une des fictions réalisées donc sur l'espace jeune, en tout cas le centre social avec le centre social Jean-Paul Coste. Audrey Moine, qui est parmi nous, donc qui est membre actif de 2 zones et qui a été stagiaire en tout cas pendant sur... Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, voilà, là on a en tout cas une première vision de ce que peut être un projet de jeunes. Oui, donc voilà, donc là en fait c'était un extrait d'un documentaire fiction qui a été réalisé par des jeunes de l'espace jeune d'Émile. Donc en fait il avait pour thématique le souvenir d'un wagon en fait de déportation, parce qu'au Mille il y avait un camp de déportation de juifs. Et en fait, donc ce groupe de jeunes appartient donc à un espace jeune qui est une antenne du centre socio-culturel Jean-Paul Coste à Aix. Et ils ont démarré le projet de télévision participative en 2006. Donc en fait, on avait tout d'abord des stages audiovisuels en centre de loisirs pour des enfants et pour des ados. Et en fait, maintenant, ça fait 3 ans que cela se réalise et on voit une évolution au niveau de ces jeunes qui participent de plus en plus, qui sont dans la dynamique de plateau télé. Ils sont sans cesse en fait en demande de refaire des fictions, de refaire des plateaux. Et on sent qu'il y a une réelle dynamique et que cette participation, en fait, pour eux, c'est de montrer qu'ils ont des compétences, de s'exprimer au-delà d'une simple expression qu'ils pourraient avoir entre eux. Et on sent que ça les valorise davantage, cet outil audiovisuel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette fiction ?
Madame, tout à l'heure, vous vouliez parler, est-ce que c'est en plus général? D'accord. J'ai bien compris la préparation, toute l'écoute et la créativité qu'il faut avoir. Je voulais savoir au niveau de la diffusion, est-ce qu'il y a un suivi au niveau de la diffusion? Est-ce que vous faites, je ne sais pas, vous invitez tout le quartier à venir regarder au moment où ça passe à la télé? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ou c'est pas important? Je ne sais pas. Enfin si, ça doit être important. Bah, si, c'est important. Et ma deuxième question, mais peut-être vous répondrez à la fin, c'est donc vous êtes une télévision un peu spéciale, n'est-ce pas? Innovante. Enfin, oui, est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres comme vous? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres comme vous et ailleurs sur les autres territoires? Parce que vous savez d'où on vient. On n'est pas d'ici, nous. Hein, on a fait 800 km pour arriver ici. Alors, je peux répondre à la première question pour ce qui est de la diffusion. Donc, en fait, au niveau des jeunes de l'espace des 1000, en général, c'est des stages d'une semaine. Et donc, à la fin, ils ont réalisé dans cette semaine le montage de la fiction et la réalisation. Et donc, le vendredi soir, en général, ils font une diffusion à l'antenne avec les parents et les enfants. Et ça permet un échange entre les acteurs de Hauts-de-Zone et les parents qui comprennent un peu plus ce qu'est la télévision participative. Et ça crée justement ce qu'on disait tout à l'heure ensemble, un construire ensemble vers de nouvelles valeurs, la mixité sociale, mixité intergénérationnelle et voilà cette construction collective. Oui, un autre exemple, par exemple, de diffusion dans le quartier de Frévalon dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu tout un travail qui s'est fait sur l'histoire du quartier qui a 40 ans et il y a eu beaucoup de diffusion. Enfin, il y a eu notamment 2 modes de diffusion un peu inhabituels qui étaient d'abord dans les familles. Hein, on se retrouvait chez les gens pour diffuser avec les voisins. Et d'autre part, lors de manifestations de quartier, des diffusions en plein air sur les murs des immeubles de la cité. Voilà, c'est aussi 2 modes de diffusion accessibles directement dans le quartier. Alors, où retrouver ce type d'association? Alors, il faut savoir qu'en France, on va dire, il y a une 50aine d'associations qui sont regroupées au sein d'une fédération qu'on appelle les VDPQ, qui regroupe la fédération des vidéos de pays et des quartiers, qui regroupe toutes les initiatives qui se sont inscrites dans une démarche télévisuelle depuis les 25 dernières années. En télévision participative, on est beaucoup moins, parce que la notion d'inclure la démarche, la séquence participative, en France, on doit être 2 ou 3. Il y a Canal Nord, il y a à Amiens, il y a Aldoudarac Vidéo derrière Saint-Jean-Pied-de-Port, et il y a Hauts-de-Zone à Marseille. Après, il y a des bouts de démarches participatives qui sont employés, mais pas comme démarches abouties, constitutives du projet associatif. Une question? Non. Moi, j'avais plus une question sur cette notion de toujours participatif. Là, on voit que c'est le secteur jeune, donc ce sont des pré-ados, des ados qui... Est-ce que ce projet-là, en tout cas, de faire là, on a bien vu un extrait, mais en tout cas, cette fiction-là sur les camps de concentration, en tout cas sur les wagons, est-ce que c'est parti d'un choix de ces jeunes qui avaient envie de par le territoire sur lequel ils sont, ou est-ce que c'est les animateurs qui ont impulsé... Ce que je peux répondre, c'est que en fait, il y a pas longtemps, donc, a été décidé qu'il allait avoir si je me trompe pas, une maison du souvenir, justement pour montrer qu'au 1000 il s'est passé, enfin voilà, il y a eu ce camp et qu'il y a eu des déportations. Et suite à ça, en fait, l'espace jeune des 1000, on a discuté et avec les jeunes, on essayé de construire ensemble qu'ils avaient envie de mettre en valeur au niveau de ce souvenir-là, en fait. Ce qui prouve qu'en tout cas par le biais de l'outil audiovisuel, on peut aussi intéresser des jeunes à l'histoire, et comme tu disais tout à l'heure si bien, c'est cette notion intergénérationnelle, quoi. Et c'est ça qui est important. Est-ce que... Oui, moi j'ai connu dans un centre de loisirs le directeur du centre de loisirs d'Herbel qui lui faisait travailler ses enfants en même temps pour découvrir des histoires. Donc je crois que ça dépend. La liberté au local, c'est aussi des rythmes, c'est aussi des manières de faire, et c'est des choses qui sont très très liées à des dynamiques locales, à des ressorts locaux. Il y a des fois où ça vient pas de la population, il faut qu'elle découvre l'outil, qu'il s'approprie l'outil avant de produire.
Et puis des fois, c'est le contraire. On va le voir pour Salon tout à l'heure. C'est aussi des jeunes qui ont directement proposé de faire des émissions et se sont mis en route tout seuls. Oui, donc on est bien sur vraiment deux dynamiques, mais en tout cas au final le résultat c'est de les impliquer, en tout cas que l'outil audiovisuel leur permette de s'exprimer et d'aboutir en tout cas à ce genre de fiction. Vous avez une question? Oui, simplement parce qu'on se pose toujours la question, bon, on parle de participation, de participativité, je ne sais pas comment on dit, et bien sûr c'est quand on intervient, on dit qui est-ce qui a été à l'initiative du thème, etc. Bon, c'est vrai que c'est des questions importantes, mais je vois là au niveau technique comment ça s'est construit, parce que il y a beaucoup d'émotions, un montage cut très serré d'images du wagon comme ça. Est-ce que là il y a une interaction, une systémie, je ne sais pas comment on dit encore là, entre une formation pour dire voilà, si tu veux traduire tel type de sentiment, il faut faire comme ça. Est-ce que c'est les jeunes qui réfléchissent par eux-mêmes en disant tiens, si on fait comme ça, peut-être que voilà, c'est dans la technicité. Enfin, ça me paraît important et révélateur, et du montage en particulier, ouais. Oui, ben, je crois que c'est comment dire, la vocation de Dozone, c'est dans l'accompagnement. C'est-à-dire que nous, on a choisi d'avoir une technicienne, notamment en formation, qui a la double compétence d'animatrice et de technicienne. Ça, c'est un choix de la chaîne en tant que, justement, pour appliquer le projet qu'on avait choisi de mettre en place, et qu'à la fois, il y a interaction entre le groupe, ceux qui veulent faire, et la technicienne qui propose et qui met à disposition et qui, quelque part, à un moment, va transmettre le savoir. L'important de la dynamique, c'est la transmission de la capacité à faire. L'objectif, c'est de pas d'un côté d'avoir le technicien, de l'autre côté le groupe. C'est un moment de dire, vous êtes à la fois technicien et groupe. Merci Antoine. On va passer donc au deuxième invité. Donc c'est Mademoiselle Bulle Dabianco, qui fait donc partie de la plateforme salonnaise. Et là, vous allez voir, donc c'est dans une dynamique un peu différente, parce que c'est un collectif d'habitants qui s'est approprié, en tout cas, cette télé participative. Et vous allez voir, en tout cas, ce qui peut en résulter en termes de fiction, documentaire ou reportage. Viens faire un tour. Bonjour, bienvenue sur O2Zone TV. Aujourd'hui, nous allons faire la toute nouvelle émission Viens faire un tour, qui va exploiter les nouveautés culturelles à Salon et ailleurs, plus tard on espère. Enfin dans le monde, mais à Salon surtout. Nous allons voir en premier lieu la librairie Le Grenier d'Abondance, qui nous parlera de littérature et des derniers livres sortis. Puis le disquaire à l'écouteur, qui nous parlera probablement des dernières sorties CD et de ce qui y a plu. Puis nous irons au cinéma retrouver notre chroniqueuse Clara Dufour, qui pourra nous parler pareil de choses qui sont sorties. Voilà, puis nous aurons fini probablement. Et je vous parlerai de l'événement du mois. Voilà. Nous allons y aller. Ça y est, c'est bon, je m'en vais? Ok. Well, is there something that you like about her? Yes. I like the way that her body bends in half. And is there something that you love about her? No. Man, if she's playing hard to get, I'm out the door. Come on, baby, we get along. Please don't you spoil it. Don't steer us wrong. No, give me just one good danger at a time. Loving isn't easy, but it sure is fun. Give me just one good danger at a time. Loving isn't easy, but it sure is fun. On est donc en compagnie avec Bulle. Alors Bulle, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Viens faire un tour? Comment c'est arrivé et toi, en tant que membre actif aussi d'O2Zone, hein, et puis aussi animatrice, présentatrice.
Alors déjà, ça part de l'initiative, ça c'est parti de Salon de Provence. Donc comme tu l'as signalé auparavant, on marche en collectif et on se réunit toutes les semaines, on discute des dernières propositions. Et Romain, qui est le producteur, réalisateur, créateur de Viens faire un tour, m'avait proposé une émission dans ce genre pour faire parler des jeunes sur l'actualité littéraire, cinéma, musique. Et après des évolutions et des réflexions, voilà, on a décidé de donner cette forme-là, c'est-à-dire une balade dans la ville et retrouver des chroniqueurs à certains points stratégiques de la ville pour la faire découvrir un peu et pour faire parler, voilà. Tout à l'heure, on avait une question par rapport au montage, notamment. Ça avait un autre, en tout cas, un autre objectif, c'était par rapport à la sensibilité, à l'émotion du sujet. Là, par exemple, voilà, qui c'est qui s'occupe du montage, Le montage, c'est Romain qui s'en occupe, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui. Oui, donc là, c'est le tout premier montage, c'était un peu notre essai, en quelque sorte. Je vous invite à consulter le site O2Zone TV pour voir l'évolution. Vous avez compris, hein. Vous avez vu, hein. Je vous jure, promotion, ça change. Promotionnel. Qui est-ce qui s'occupe de la publicité? Un peu tout le monde. Est-ce que là, par exemple, donc on te voit en tant que dans le reportage, donc tu présentes, derrière la caméra, qui c'est qui a? C'est un jeune du groupe? Oui, en général, si on n'a pas assez de monde, c'est Romain qui s'y colle. Mais sinon, c'est souvent ma maman. Voilà. Et effectivement, un jeune ou des gens un peu moins jeunes, on n'est pas discriminatoire. Mais on essaye de faire venir des gens qui ont déjà un début de bon niveau de caméra. Il faut qu'ils aient déjà un peu pratiqué parce que bon, mine de rien, c'est pas facile. On est souvent en mobile, enfin en caméra mobile, pas sur trépied. Mais on essaye de faire venir des gens qui sinon n'ont pas trop l'occasion de participer parce que là c'est une après-midi en gros que pour le tournage, donc c'est pas long, ça permet une après-midi de filmer et sinon les gens n'ont pas souvent l'habitude de venir souvent aux réunions, ce genre de choses. Eux peuvent profiter de cette émission. Ah oui, il faut que je marque. Peuvent profiter de cette émission pour pratiquer un peu la caméra. Mais c'est pas facile parce que, par exemple, pour les travelling, par exemple pour le générique où on voit marcher, c'est en poussette, donc faut faire gaffe au. Oui, en poussette. Voilà. C'est pas en courant, hein, c'est. Ça se fait en poussette. D'accord. Oui. J'avais compris. Ouais, c'est ça. Comment parce que là voilà, donc finalement c'est un petit groupe. Est-ce que ça a été aujourd'hui pour toi, pour vous là, pour ce collectif salonnais, c'est quoi la télé participative? C'est quoi? C'est un plaisir, c'est un moyen de faire connaître votre ville. Bon, il y a d'autres programmations parce que tu l'as dit, aller sur O2Zone, mais c'est vrai qu'il y a. C'est quoi pour... C'est à la fois un plaisir parce qu'on se retrouve tous ensemble, ça nous donne l'occasion de parler, même de découvrir des choses, de parler de ce qu'on n'entend pas souvent. Voilà, par exemple, on a pu, pendant les blocus qu'il y a eu au lycée Craponne, on a pu faire un petit reportage sur ça et pas forcément montrer... c'est l'occasion de donner une autre vision de la ville, des choses. C'est pas... les lycéens sont en colère, ils bloquent le lycée, pas bien. C'est plus, pourquoi vous faites ça? Et entendre les paroles de lycéens ou même de tout le monde, quoi. On essaye de pas donner qu'une vision de la ville, bien gentille, mais de faire parler tout le monde. Mais voilà, donc c'est un plaisir de participer, mais c'est aussi une galère souvent parce que on se retrouve à courir partout avec des sacs de caméras, s'il nous manque un câble, des choses comme ça, mais au final, on s'y retrouve et on est tous heureux. On en parlera au président. Voilà. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce petit... mademoiselle, madame?
Ce collectif, alors... C'est toi, c'est... C'est qui ce collectif? À quoi il ressemble? Parce que c'est... on ressemble... Parce que là, je t'ai vu, c'est extrêmement touchant, ça fait télébricolage, mais je veux savoir, voilà, effectivement, vous êtes à l'initiative de certaines thématiques, mais c'est qui? J'aurais tendance à dire qu'on ressemble à rien, mais non. Forcément quelque chose, même si vous êtes un groupe. Voilà, ça ressemble avec... il y a des gens de tout âge, je sais pas... Enfin... On n'est pas défini. Il y a un groupe, il y a un noyau dur, c'est vrai, qui vient à toutes les réunions. C'est qui? C'est des étudiants? C'est quoi en fait? C'est tout le monde. C'est des gens qui invite à la réunion? Tout le monde invite tout le monde à la réunion. C'est des associations. En général, c'est des associations. C'est des associations qui viennent participer parce qu'ils ont un projet, mais c'est aussi des individuels. Moi personnellement, je cherche à reformuler la phrase sans que ça fasse égocentrique. Préciser que dans le fonctionnement d'O2Zone, il y a un certain nombre de, nous disons, plateformes qui représentent donc des territoires. Selon les territoires, il peut y avoir des formes de regroupement des personnes et des associations différentes. Dans certains territoires, ça a pu se faire autour d'associations de centres sociaux, par exemple, sur Marseille, sur Aix-en-Provence. Sur Salon, il n'y avait pas cela. Pour l'instant, ça a pris la forme d'un collectif, donc pas de création forcément d'une personne morale. Pour l'instant, le groupe travaille, j'allais dire, en autonomie, mais en même temps en lien avec O2Zone et avec les autres plateformes, sans qu'ils aient souhaité pour l'instant trouver une autre forme de rassemblement. Mais quels sont les profils en fait? Ce que j'entends quand je dis c'est qui? C'est divers. On n'est pas forcément. Il n'y a pas que. Enfin, moi je suis lycéenne. Romain aussi est lycéen, mais il y a aussi des. J'ai vu qu'il y avait ta maman, mais voilà, mais j'ai tendance à dire des gens qui sont d'autres univers. Alors, on est une majorité de bénévoles. Il y a une salariée, on n'a qu'une seule salariée pour l'instant, c'est Agnès. Et de temps en temps, elle passe effectivement aux réunions pour nous demander un peu comment ça se passe, voilà. Mais sinon, on est une O2Zone, oui. C'est O2Zone, ouais. Voilà. Mais sinon, on n'est que des bénévoles. On n'est pas. Il y a tout le monde, quoi. Ça peut passer d'une mère de famille de base à un retraité, un lycéen, enfin. Voilà, je crois que... Oui, bon... Bon, il reste 30 secondes, je vais laisser venir Antoine là-dessus, parce que bon, sur le salarié notamment, ce collectif... Voilà, l'histoire du collectif, c'est simplement, quand on a un collectif, c'est par définition que c'est moins facile à définir, parce que quand on parle de RSF, c'est un réseau de collectif, c'est pas une association, et pourtant on sait bien définir. Là, ce sont des personnes, on va dire, il y a une quarantaine de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toute classe d'âge confondue, et que c'est pas revendiqué justement à une appartenance ou lycéenne, ou entreprise, ou associatif. On retrouve des gens d'un peu partout. Et en fait, la liberté du collectif, c'est et qui demande beaucoup d'efforts, c'est qu'ils s'autogèrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut être présent aux réunions, il se convoque, il y en a toujours un qui est chargé de convoquer, il y en a toujours un qui est chargé de faire, il y en a toujours un qui est chargé d'animer, et que la répartition des tâches est très répartie, comme un collectif doit gérer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, de délégation, c'est tout le monde qui participe. Après, est-ce que ça durera pas? En tout cas, la seule chose qu'on peut voir, c'est qu'O2Zone, aujourd'hui, ça peut prendre différentes formes, et c'est ça qui était intéressant. Ça peut être milieu rural, milieu urbain, ça peut être collectif, ça peut être association, ça peut être des mélanges. Et je crois que c'est intéressant de dire que la télévision participative, elle ne revêt pas qu'un seul dispositif, elle revêt plusieurs couleurs, et c'est ça qui est intéressant. D'où on est, on peut faire. En tout cas, c'est une dynamique de personnes qui ont envie, qui prennent du plaisir à faire, et après qui se réunissent, puisque sous les Bulle, c'est pas évident aussi de réunir tout le monde. Voilà. Merci Bulle, merci Antoine. On va passer donc au dernier extrait du reportage. Donc, on parlait, voilà, donc c'est un autre collectif. Là, c'est le centre social de la Garde, donc avec des bénévoles, des gens qui sont administrateurs, secrétaires du CA. Vice-présidents qui ont fait, voilà, on va vous présenter ce qu'ils font dans leur centre social à la Garde à Marseille. Il s'agit essentiellement de réfléchir ensemble à notre histoire, à notre passé, à d'où on vient, qu'est-ce qui nous a construites en tant que femmes, quelle est notre culture, nos traditions, comment je joue avec mes traditions et comment je m'en arrange dans l'endroit où je vis actuellement, et qu'est-ce que je veux transmettre à mon entourage et à mes filles en particulier, mais à mes descendants en général. Nous accueillons aussi un autre groupe avec lequel le CIDF Phocéen travaille aussi, qui
s'appelle, je vais vous dire en français, l'esprit d'entreprise au féminin. Et là, en l'occurrence, nous accueillons donc un peu de personnes venant de Roumanie et un groupe venant de Hongrie. Personnes. Ce sont les 8 compétences clés que l'Union européenne considère qu'elles sont très importantes. L'objectif est de travailler sur les 8 compétences clés qu'a présenté Mariana tout à l'heure. Et un autre des objectifs reste de s'adresser à des groupes avec 90 femmes. Monsieur le maire Garo Ovsepian, Madame Sylvie Andrieux, députée et vice-présidente du conseil régional. Chania Tir, adjointe à la mairie du 13-14, Madame Denise Triscari, également adjointe mairie 13-14, Madame Gilberte Misrahi, conseillère d'arrondissement. Un centre social est un lieu avant tout de participation. On est très attaché, nous ici, à l'implication des habitants dans la vie, la structure, dans le fonctionnement du centre social. On travaille sur du lien social. Ça, c'est fondamental. Le plus important ici, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est comment on fait les choses. En tout cas, très heureux. Nous ont rejoint Patricia Floch et André Isnard, donc qui font partie du conseil d'administration et donc qui sont des bénévoles du centre social Lagarde. On a fini le reportage sur quelques mots. Donc le monsieur, c'était Eric Serre, c'était le directeur du centre social. Tout à fait, c'est le directeur. Et sur cette rencontre, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre et quand, voilà. Disons que ce projet a été un très fort projet du centre social en partenariat donc avec le CIDF. Et donc le centre social Lagarde sur Marseille et le centre social Del Rio. Donc ce sont des personnes qui ont fait, qui se sont rendues à l'étranger, qui sont allées témoigner de leur tradition pour transmettre en fait leur tradition. Donc nous avons reçu au centre social au mois de mars ce groupe de personnes. Donc il y avait bien sûr des personnes sur les 2 centres sociaux de Marseille concernés, mais aussi des personnes qui venaient donc de l'étranger. De même que les personnes qui ont représenté le centre social Lagarde ou le centre social Del Rio sont allées présenter chacune un objet, quelque chose pour transmettre une tradition. Voilà, donc ça a été un moment très fort au centre social, puisque nos politiques sont venus, ont reconnu ce moment et voilà. Et ce petit reportage a permis de fixer un peu cet événement et de témoigner donc de la richesse de ce projet. Merci. Est-ce que vous avez des questions, le public, par rapport à cet extrait, ce reportage ? Parce que là, on parlait, donc bien sûr, ça illustre bien, quand même, en tout cas, de ce qu'on peut voir, même si c'est très court. Là, l'idée, c'est, voilà, là, on est dans les habitants, la proximité. Alors moi, j'ai une question, c'est est-ce que souvent cette difficulté, ce que je disais un petit peu au début de l'émission, cette difficulté aussi face à l'image, voilà, face aux caméras. Est-ce que là, le fait qu'il y ait derrière les caméras, c'était des habitants, c'était. Alors au centre social, le projet télévision est porté par des habitants bénévoles. Il y a des membres du conseil d'administration, mais il y a aussi des habitants. Et on aimerait de plus en plus faire participer donc notre jeunesse à ces différents projets. Pour nous, c'est très important parce que ça permet aussi de mettre en valeur les divers projets qui sont mis en place par le centre social. Par exemple, je fais partie du conseil d'administration, je connais plus ou moins les projets qui sont mis en place, mais avant de faire partie de la télévision et de voir ces projets sur reportage, je n'avais pas la notion de la dimension du travail qui était accompli. Et même dernièrement, on a fait passer en conseil d'administration plusieurs diffusions qu'on avait réalisées.
Et même les membres du conseil d'administration ont été étonnés de la richesse des projets. Parce qu'on vous dit, on fait un projet sur tel ou tel sujet. On ne se rend pas compte de la richesse du travail en amont et de tout ce que ça déploie. Merci. Des questions dans le public? Non? Oui, allez-y, on vous fait passer le micro, n'hésitez pas. Hein. Parce que par contre, vous pouvez vous lever et puis ne pas oublier de mettre bien le micro. Merci. Essayez de comprendre bénévole, salarié. Donc vous êtes bénévole et vous aviez un animateur salarié de Ozone qui était avec vous. Non, là ça a été réalisé. Que bénévole. Non, et le matériel, vous l'aviez? Oui, on l'a acheté il y a 2 ans. Ok, et donc Ozone, il sert à quoi là? Non, mais de toute façon, nous, on est Odozone La Garde, et on fait partie de Odozone, de l'association Odozone. D'accord, vous êtes bénévole à Odozone, mais vous êtes salarié à Odozone. Non, on est bénévole aussi au centre social. D'accord, mais vous êtes salarié. Alors moi, je ne suis pas salarié d'Odozone TV. Non, je suis bénévole. Et, tout à l'heure, Antoine disait, il y a actuellement dans la configuration, il y a une personne qui est salariée au niveau d'Odozone. C'est donc Agnès qui est dans la chef de plateau, voilà, donc, qui vous fait un coucou. C'est la seule personne, c'est la technicienne. Peut-être Antoine peut plus avoir de précision, mais c'est vraiment dans une démarche, voilà, de moi qui suis, voilà, là, aujourd'hui animateur, mais demain je peux être derrière la caméra. Ou en régie, je suis complètement bénévole. Ce qui est intéressant, c'est votre question. Vous êtes salarié ou bénévole, il faut choisir son camp. Je pense qu'avant tout, il y a devant beaucoup d'humanistes qui soient salariés ou bénévoles, et je crois que c'est bien la rencontre. Je crois que Odozone, et c'est pas un système qui vise à diviser les salariés et les bénévoles, c'est plutôt de les mettre en capacité d'agir ensemble. Donc c'est la vocation d'une télévision. Je crois que le débat salarié-bénévole est un débat qui a beaucoup existé dans les associations. C'est peut-être un débat aujourd'hui qui est un petit peu, qu'il faudrait peut-être un petit peu regarder de plus près en disant quels sont ce qui nous unit, bénévoles et salariés, et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Je crois que c'est exactement ça. Et quand on a une action comme Odozone, je pense qu'on interrogerait les salariés, on interrogerait les bénévoles. Les salariés, ils ont quelque part une intervention volontaire qui dépasse leur cadre d'emploi salarié, et les bénévoles, ils ont quelque part une intervention qui dépasse leur cadre de bénévole en étant parfois un peu des professionnels qui pourraient revendiquer à être salariés. Et je crois que c'est l'objectif de la télévision, c'est c'est à quoi elle sert, comment elle est utilisée, comment elle répond à des problématiques et comment ensemble on en fait quelque chose. Disons aussi, je voudrais rajouter que les reportages que nous faisons sur le centre social La Garde, qui sont effectués uniquement par des bénévoles, mettent bien souvent en valeur le travail des salariés. Donc ce sont deux choses différentes. Moi, je trouve que c'est drôlement formidable nos reportages, parce qu'on arrive, c'est beaucoup plus efficace qu'un rapport mettons du directeur au CA, un rapport qui dit ce qu'ils font. C'est pas la même chose. Là, je me rappelle d'un reportage formidable d'un groupe de jeunes hip-hop qui a fait du hip-hop avec des jeunes handicapés. C'était vraiment, il y avait une émotion dans ce reportage formidable. Et ça, on peut pas le transmettre comme ça de vive voix. Il faut voir ça, et c'est vraiment formidable. C'est pour ça que ça nous permet de voir exactement le travail qui est fait par les salariés, justement. Et c'est les bénévoles, effectivement, qui sont derrière les caméras et qui font le montage, qui font tout ça, oui. Oui. Donc juste peut-être pour finir de préciser, Antoine disait, moi j'adhère complètement à ça, des bénévoles compétents, parce que de fait, sur les plateformes, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de bénévoles qualifiés, mais aussi des salariés engagés, militants aussi. Par contre, très concrètement, parce que derrière votre question, il y a peut-être ça aussi, c'est que chaque plateforme, avec ses bénévoles, est, comme je disais tout à l'heure, autonome tout en étant relié à Odozone, et les salariés, à terme, ça augmentera sûrement un petit peu, sont eux à Odozone et vont être mis à disposition de chaque plateforme en fonction de ses éventuels besoins. Oui, moi, ce que je voulais dire, parce qu'on a entendu, mais alors à quoi sert Odozone si Odozone n'est pas, là c'est pas Odozone, c'est le centre social La Garde. J'ai envie de dire, c'est pari réussi du projet,
parce que O2Zone n'est pas la structure qui va venir faire un reportage ici, une fiction là et un plateau ailleurs. O2Zone est vraiment une structure qui permet à chaque plateforme de mettre en œuvre son propre projet. Et donc elle est là en soutien, mais bien dans un objectif de permettre à chaque plateforme de fonctionner en autonomie en fait. Et là on a une belle illustration de l'autonomie du Centre social Lagarde dans le projet de télévision participative. Et donc ils gardent l'appellation O2Zone Lagarde, mais ils sont bien dans ce projet participatif. Voilà. Et O2Zone n'est là finalement qu'en soutien de formation quand il le faut, de logistique quand il le faut et de compétences quand il le faut, mais bien dans un but d'autonomie des plateformes qui aujourd'hui, alors on l'a peut-être mal exprimé, mais aujourd'hui sont effectivement autonomes. Les 3 plateformes de Marseille, de Salon et d'Aix sont toutes les 3 aujourd'hui équipées et de matériel qui appartient aux plateformes et pas à O2Zone. Merci, merci à tous en tout cas, merci aux invités, merci à vous public pour vos questions. En tout cas, j'espère que cette émission-là, ce plateau-là, vous a permis d'avoir en tout cas une vision plus précise, plus globale de ce que pouvait être la télévision participative au service de l'éducation populaire. Moi j'ai envie de finir sur le slogan d'O2Zone, ne subissez plus la télé, faites-la. Merci, au revoir.